Je suis très honoré de cette occasion de vous présenter le projet Tractatus, qui se situe dans la continuité d'une ligne de recherche ininterrompue à l'Instituto de philosophie de Porto, depuis les travaux de José Mérinos sur Pierre d'Espagne. Bon, et puisque José n'a pas pu venir, même s'il m'a demandé de transmettre ses plus chaleureuses salutations à Rennes, moi je profite de l'occasion aussi de rendre hommage justement au travail monumental, rigoureux et minutieux de José Mérinos sur la tradition manuscrite des œuvres attribuées à Pierre d'Espagne, qui sont le point de départ de ce projet et qui ont déjà été à la base d'autres projets depuis presque une vingtaine d'années à l'Institut de philosophie. Donc, je vais pas m'arrêter sur l'épineuse question de l'identification de celui ou de ceux qui auraient été médecins, logiciens, commentateurs des Libri Naturales d'Aristote et aussi le seul pape portugais, Jean XXI. En 2011, donc, En 2011, donc, est paru le fruit de longues années de recherche sous la forme de la Biblioteca Manuscripta Petri Hispani, un catalogue monumental, monumental des manuscrits conservant des œuvres attribuées à Pierre d'Espagne. Ils sont décrits 1033 manuscrits. Et parmi toutes les œuvres attribuées à Pierre d'Espagne, elles sont très nombreuses. Les Tractatus ou Summulae Logicales, comme ce sera connu plus tard, ce manuel de logique, se détachent très clairement. Tout d'abord, il se détache par le nombre de ses témoins, manuscrits et imprimés, qui dépasse largement celui de toutes les autres ouvrages attribués à Pierre d'Espagne, s'étalant au total sur presque 4 siècles, du XIIIe au XVIIe siècle, par toute l'Europe et jusqu'au Nouveau Monde, Mexique et Pérou notamment. Des centaines de manuscrits conservés dans les bibliothèques de toute l'Europe. Euh, donc on a des centaines de manuscrits conservés dans les bibliothèques de toute l'Europe, plus de 160 éditions imprimées jusqu'au XVIIe siècle. Et ensuite, et parce que le texte se fait souvent accompagné de commentaires, de gloses et de notes, cette tradition est vraiment d'une complexité extraordinaire et peut-être unique dans l'ensemble des textes, bon, unique mais singulière sans doute, dans l'ensemble des textes de logique ou même philosophique du Moyen Âge. Une traduction compliquée aussi parce que le texte se fait accompagner donc de beaucoup de notes, glosses, commentaires, schémas. Il prend divers formats en version tronquée, paraphrasée, résumée, découpée. Parfois, au fur et à mesure que la tradition avance, on a des coupures, parfois assez petites, du texte de Pierre d'Espagne. Et après, on a des commentaires ou des glosses, des notes, des développements beaucoup plus longs. Et donc, on a aussi de plus en plus, au fur et à mesure que la transmission se stratifie avec le temps, des révisions ou des commentaires de commentaires. Et tout cela, toutes ces diverses formes, formats, découpage et commentaires,
commentaires et notes témoignent bien à la fois et de son efficacité pédagogique et de son importance et de sa souplesse d'usage, donc de sa flexibilité, de sa maniabilité pédagogique et didactique, disons comme ça. Déjà dans la préface à sa Bibliotheca Manuscripta, Petris Mani, Mérignoux attirait l'attention sur ses difficultés et annonçait l'apparition prochaine dans ses contes répertoires consacrés uniquement aux commentaires et aux commentateurs des Tractatus de Pierre d'Espagne. Une liste des commentaires aux Tractatus identifiés à ce jour, dont une grande part anonyme, est publiée dans le site Petrus Hispanus de l'Institut de philosophie. Et dans le site consacré justement aux recherches autour de Petrus Hispanus, de Pierre d'Espagne. Et dans ce site, donc, nous y trouvons une liste de commentaires. Et à ce jour, on en compte 238 commentaires, incluant notes, glosses, questiones, des reformulations, etc. Donc, 238 commentaires dans la diversité des formes que peuvent prendre les commentaires médiévaux, compris au sens large. De ces 238 commentaires, deux seulement ont connu une édition intégrale. Euh, oui. C'est le commentaire de Blaise de Parme, bien sûr, qui a été édité par Joël Biard et Gabriella Federici Vescovini, et le Circa Principia, un commentaire en question d'origine française ou italienne, daté de la deuxième moitié du XIVe siècle et conservé dans un manuscrit de Cracovie. Euh, Ce commentaire a été édité par Jan Pinborg. Plusieurs, ça c'est ça c'est l'affiche, bon, le commentaire de Blaise de Parme dont je voulais vous donner la référence et les commentaires et le Circa Principia qui viendra. Et ensuite, on a de nombreux commentaires dont des excerpts seulement sont édités dans, par divers commentateurs. Euh, Donc, on a de Reik déjà dans la série d'articles qui a précédé son édition critique des Tractatus, a édité un ensemble de gloses qui lui semblaient les plus anciennes et les plus proches de la date de la composition des traités. Donc, une grande partie de ces gloses, il les a datées des années 40, donc assez proches, selon lui, de la date de composition des Tractatus. Mais on y reviendra. Et donc, pour les éditions, on a aussi l'important commentaire de Jean Buridan, euh, dont une grande partie est encore à éditer. Il faut savoir que le commentaire, les Summulae de Dialectica ou la Summa Logicae de Jean Buridan, c'est plutôt une réformulation des Tractatus de Petrus Hispanus, donc une réécriture. Euh, euh,
Buridan déclarait son admiration pour Petrus Hispanus et donc a récomposé le noyau, le contenu de la logique euh, qui était présentée dans cette soumoula. On a quatre, cinq traités des Soumoulai de Buridan édités par Boss, de Reikenkor et puis Van der Leck. Mais la grande majorité de commentaires reste encore à éditer. Et puis, on a aussi une édition, une traduction intégrale des Soumoulai par Climat qui date de 2001, mais ce n'est pas une édition critique. Donc, pour la totalité des Soumoulai de Buridan, on a la traduction de Climat et puis des éditions critiques seulement de quelques traités. Donc, au total, on a une trentaine, même pas, de commentaires, une bonne vingtaine, 23, 25, enfin, euh, environ, ben, disons, autour de la trentaine, pour ne pas induire une erreur, de petits extraits, des extraits plus ou moins longs, des commentaires aux de gloses, de notes, aux tractatus de Petrus Hispanus. Et ces éditions, les principaux chercheurs hein, qui les ont proposées, donc il y a bien sûr de Reyk, ben, il y a Alphonse Mayrou, à qui vers qui on a une grande dette concernant l'historiographie et l'histoire manuscrite des tractats et des commentateurs. Godu aussi, Étiné, qui ont publié des parties des commentaires. Donc, on a ensuite le commentaire de Simone de Faversham, édité partiellement justement par De Reyck et euh, aussi par Antonino Tiné, qui fait un peu donc, le deuxième traité des Summa de Petrus Hispanus. On a, pour les commentaires de Bologne, on a donc les deux articles fondamentaux de Maïrou, euh, euh, qui édite des extraits des commentaires divers, et puis surtout qui a étudié le commentaire de Antonio de Scarperia. Et un dernier commentaire de la région de Bologne a été découvert par Constantino Marmo. Et il publie aussi quelques extraits. Je pense que ça doit paraître bientôt. Un ouvrage coordonné et dirigé par Julie Brumbach-Chaumont. On a encore, là c'est trop petit, je pense, non? Euh, Ça doit se voir très mal à l'écran. Donc, on a le Circa Principia, le seul commentaire qui est publié dans son intégralité avec celui de Blaise de Parme par Pinborg et que je mets à côté des commentaires de l'Europe de l'Est, dont seul de Jean de Glogovia, Michael Parisiensis ou de Biestrozikova et de l'important commentaire de Nicolaus Orbelius. Bon, la plupart de ces commentaires, comme vous le voyez ici, enfin, comme c'est noté, la plupart ces commentaires sont partiels. Ils vont au livre 5, 4, 5 des traités, c'est-à-dire il laisse de côté toute la partie de la logique terministe et de la logique des propriétés des termes, mais on y reviendra encore aussi. Euh, donc,
Donc, nous avons de ces 238 traités euh, recensés par José Meirinhos dans le site de Pierre d'Espagne, de l'Institut de philosophie médiévale. On voit qu'il y a vraiment qui sont très peu étudiés. La plupart restent inédits et quand ils sont publiés et édités, les excerts concernent des points de doctrine très précis et donc on n'a pas du tout, même pour ces commentaires, même pour ceux qui ont des extraits édités, on manque très souvent d'une impression d'ensemble de ces commentaires, de l'ensemble des matières traitées et donc les auteurs qui ont fait ce travail de cet exploit de s'aventurer dans des commentaires complètement inédits, où on publie juste les parties qu'ils étudiaient euh, précisément ou qui, pour une raison ou une autre, les ont intéressés aux recherches qu'ils menaient. Donc, la révision, l'édition et la publication du répertoire annoncé par José Meirinhos dans sa bibliothèque manuscrite, donc ce commentaire, ce répertoire de commentateurs et de commentaires, et la tâche première aussi, enfin, le début de la ligne de recherche que l'on va mettre en place à l'Institut de philosophie autour des traités et centré sur l'influence philosophique de cette œuvre au long du Moyen Âge et de la transition vers l'âge moderne. Euh, et vraiment, c'est vraiment le premier moment. Le volume est prêt, donc il est mis à jour parce que à l'Institut, on a mis à jour continuellement les travaux qu'avait déjà entrepris José il y a 15, depuis des décennies maintenant. Et donc, il lui manque une révision et il manque surtout l'uniformisation et certains points à compléter qui ont laissé des champs, des entrées qui sont laissées vides. Donc voilà, ça c'est l'exemple de la fiche d'une entrée par commentaire ou par commentateur de ce répertoire de commentaires et de commentateurs. Euh, donc, vous voyez que c'est pas rien. Donc, c'est une fiche très, très fournie. Et donc, pour chaque commentaire ou chaque commentateur, les matériaux et les fiches et l'information réunie dans ces entrées constituent, et c'est ça l'objectif, un point de départ déjà très important pour une étude approfondie, soit des rapports avec d'autres manuscrits ou d'autres versions de même commentaire dans d'autres manuscrits ou des versions proches parce que ces versions et ces commentaires sont très contaminés, comme on peut s'en douter. Et donc, ces fiches visent à couvrir un peu l'essentiel des divers aspects qui peuvent présenter les commentaires et leurs études dans les manuscrits et dans la traduction manuscrite de ces commentaires. Donc, il y a les premiers commentaires sont euh, on a des éditions d'extraits à nouveau de certains commentaires plus précis et que eux, ils ont bénéficié d'un peu plus d'attention de la part de la communauté scientifique. C'est le cas du commentaire de Guglielmo Zarnaldi. De la fin du XIIIe siècle, dont Derek édite quelques extraits. C'est le commentaire de Robertus Anglicus, ou bien les deux versions, ce que Drake considérait que c'était les deux versions
du commentaire de Robertus Anglicus, qui est conservé on dit la version Vaticane et la version Todi, d'après les bibliothèques où sont conservés les manuscrits. Finalement, les recherches montrent qu'ils sont difficilement d'un même auteur, donc il s'agit plutôt de deux commentaires différents. Et et son auteur, cet auteur n'est sans doute même pas Robertus Anglicus, qui était un important un maître important anglais qui est connu surtout sur son commentaire des sphères de Sacrobosc. Donc ces commentaires sont à reprendre aussi. Et Simone de Faversham, à nouveau, le commentaire attribué à Simone de Faversham a lui aussi fait l'objet d'éditions partielles de Reyck et puis de Antonino Tiné, comme j'avais déjà fait référence. Et donc, après les commentaires de Bologne, que j'ai déjà mentionné, les commentaires de l'Europe de l'Est. Le chaillon manquant ici, disons que on a un fluxus diffusionis qui va enfin, deux fluxus diffusionis peut-être. Donc, l'un qui part du sud de la France, où auraient été composés les Tratatus, vers l'Italie et puis de l'Italie vers l'Allemagne et vers les pays de l'Est, et un autre vecteur de diffusion qui part de l'Université de Paris et qui s'accentue surtout après l'institutionnalisation des Tractatus dans le curriculum de l'Université de Paris vers 1320 par Jean Buridan, justement. Et donc, à partir de Jean Buridan, on a une transmission directe, disons, notamment vers les nouvelles universités allemandes et de l'Est, et en tout premier lieu, Erfurt. Euh, euh, on a tout ce matériel, on a besoin de gens, de personnes pour travailler et pour faire ce travail de révision et pour compléter les lacunes pas très nombreuses que le répertoire présente. Et donc, euh, je trouve qu'il n'est jamais excessif de souligner l'importance de cet outil de travail qui, en fait, va concerner, étant donné le caractère transversal de la logique dans l'enseignement et dans la philosophie médiévale et jusqu'à la Renaissance. Donc, ce sera sans aucun doute un outil de travail fondamental pour un nombre important de disciplines, de la théologie à la philosophie naturelle, à l'épistémologie, à l'histoire de la logique, bien entendu, et même aux théories de la démonstration, etc. Donc, je reprends un peu l'historiographie récente des Tractatus de cette traduction textuelle. Et donc, et d'ores et déjà, je peux dire que tous ceux qui s'intéressent à ces choses seront toujours les bienvenus à Porto, soit par email, soit online, soit par
soit en présence. Donc, l'objectif aussi de cette présentation est d'élargir un peu notre équipe, accueillir les personnes qui travaillent sur des sujets sur lesquels la transmission des tractatus pourra être relevante, et donc de vous inviter, disons, à nous joindre dans cette étude. Donc, les recherches de Drake sont en grande partie à refaire, et ça, tant du point de vue de la datation des Tractatus. Donc, Drake avait proposé une datation très haute de composition, pour la composition. Selon lui, les traités auraient été composés bon, dans les années 20, 25, 30, etc. Donc, il était par là. Les premiers commentaires, donc, il les datait un peu en fonction de... Donc, c'est interdépendant, non? Donc, on date les commentaires par la date de composition, et la date de composition par la date des commentaires, un peu la boucle bouclée. Et donc même les datations de Drake sont tout à fait à refaire. La recherche la plus récente a montré que en fait, euh, l'arc de l'arche de la datation des Tractatus va jusque peut-être aux années 250. Enfin, c'est la datation d'Ebsen entre 220 et 250, donc plus proche du milieu du siècle. Donc, ça ne contribue pas pour l'originalité des Tractatus, mais il n'en avait jamais beaucoup d'originalité, et ça ne met pas tellement en valeur les Tractatus, mais c'est sans aucun doute plus vraisemblable compte tenu de l'ensemble des témoignages dont on dispose, et puis même des lignes de transmission de ces commentaires. Euh, donc, il- euh, outre, bien sûr, euh, son texte aussi, c'est un peu à refaire parce que le texte de Drake est un peu le texte d'un texte qui n'a jamais circulé. Donc, un choix d'un manuscrit que lui, il considérait comme le manuscrit le plus fidèle des Tractatus, et dont les leçons vont très souvent à l'encontre même de nos meilleures copies ou des leçons que sont les plus partagées parmi les manuscrits. Donc, encore une fois, même à ce niveau philologique de base, ce catalogue, ce répertoire et donc les recherches sur cette tradition manuscrite permettront aussi d'affiner le travail tant de critique externe que de critique interne avancée par Drake, et aussi de textes qu'ont lu les maîtres et les professeurs au Moyen Âge. De toute façon, et ça aussi c'est un mérite qu'il ne faut pas nier à Drake, outre, bien sûr, hein, c'est un monstre de la philosophie médiévale et de l'édition, bien sûr, mais euh, il a aussi le mérite, concernant le Tractatus, de leur avoir rendu ce manuel peu original, considéré nul par l'usographie jusqu'à pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Donc, il a rendu à ce manuel une dignité toute nouvelle. Euh, en effet, Drake, constatant l'existence de divergences doctrinales importantes dans un vaste ensemble de textes de la deuxième moitié du XIIe siècle, Drake et d'autres aussi, bah, dont Ibsen, et encore aujourd'hui, mais je pense qu'Ibsen aujourd'hui est seul,
dans la défense de cette thèse. Donc, il voyait, dès la fin du XIIe siècle, dans les écoles logico-théologiques françaises de la deuxième moitié du XIIe siècle, il voyait la naissance de deux orientations divergentes de la logique médiévale, représentées par Oxford et Paris. Et cela avant même encore la prévalence du modisme à Paris, depuis la fin du XIIe siècle. Et, euh, et le modisme, on sait qu'il est devenu prévalent vers la moitié du XIIIe siècle, donc la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et ces divergences, donc, cette conception d'un développement divergent de la logique à Paris et à Oxford, portait donc d'importantes implications dans la compréhension globale de la logique médiévale, de l'approche terministe, dite approche contextuelle de la logique et de la spécificité, disons, de la logique britannique, comme on a de le voir à une certaine époque. Donc, même si l'hypothèse d'un Oxford-Paris split ne semble plus pouvoir tenir aujourd'hui, elle a eu le grand mérite de mettre en évidence les Tractatus, de leur rendre de la dignité, du prestige, et de mettre en valeur cette tradition de commentaires identifiés, et de faire des Tractatus le protagoniste de la traduction occidentale, continentale et parisienne de la logique, et donc par là, un leitmotiv des développements ainsi que des impasses de la philosophie de la logique au Moyen Âge et à la Renaissance. Donc, moi, les notes que j'ajoute ici concernant cette tradition manuscrite concernent surtout la première diffusion, et puis je touche un peu à la transmission et à pratique du commentaire à Erfurt et à Cracovie. Donc, c'est aussi les moments que j'ai vus dans un article paru en 2023 consacré à cette tradition de commentaires. Donc, je laisse de côté toute la traduction hébraïque de commentaires au Tractatus, une tradition qui a été assez importante quand même, et aussi la tradition de la péninsule ibérique, puisque au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle, les commentaires, le Tractatus était l'objet non plus de commentaires, mais de réformulations, de récomposition. C'est par exemple le cas, on le voit bien chez Domingo de Soto au XVIe siècle, où sa Summa Dialectica, dans sa première version, se présente clairement comme un commentaire des Tractatus, et dans sa deuxième, sa réélaboration 20 ans après, a déjà peu d'attaches directes, je veux dire, et je veux bien dire directes, avec le texte de Pierre d'Espagne. Donc, c'est aussi euh, ce changement dans le format du commentaire et dans la conception même du commentaire au Tractatus. C'est un trait caractéristique de la dernière étape de la transmission continentale à partir de la fin du XVe siècle, et surtout du, du, du- de-
au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle. Je laisserai de côté aussi les importants commentaires qui ont été faits au Mexique notamment et au Pérou et qui sont des qui visaient, donc c'est sûrement pas les commentaires à niveau universitaire, de niveau universitaire, mais qui montrent bien comment la logique, quelles étaient les priorités pour l'enseignement de la logique dans le Nouveau Monde, tant pour la formation de professeurs et de maîtres que pour la formation des nouveaux élèves dans les pays colonisés. Donc le commentaire, les Tractatus, c'est basiquement un manuel composé au goût de la tradition soumoulis, qui se présentait comme une introduction aux œuvres logiques d'Aristote. Et donc réunissait pour cela les contenus de l'enseignement élémentaire de la logique, Veterum et Modernorum. Euh, les Tractatus se placent ainsi à côté de deux autres importants manuels de l'époque du genre, celui de Lambert d'Auxerre et celui de Guillaume de Chéroud. Donc on le voit, les premiers cinq commentaires sont consacrés à la proposition, à la prédication, les catégories, le syllogisme, les topiques, c'est-à-dire la logica vetus de l'organon, le traité 7 consacré aux phalanges était souvent remplacé dans la tradition manuscrite par un autre des phalanges attribués à saint Thomas d'Aquin. Donc, ce qui a à voir peut-être avec le milieu dominicain où la première diffusion a été très intense. Et puis, les récents traités, donc le traité des suppositionibus, donc de la supposition, et les traités 8 à 12 concernent les propriétés des termes, euh, euh, et donc la façon dont la signification des termes est changée par par les propriétés de certains termes. Ces traités, le 6, si bien que les quatre traités des relatives ampliationibus, appellationibus, restrictionibus et descriptionibus, constituent ce qu'on a appelé plus tard les parva logicalia. Donc, c'est une tradition qui pose des commentaires, des problèmes et qui exhibe notamment la transformation de la logique aristotélico-boétienne de laquelle a été reçue et sa transformation à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle euh, et la façon dont les traités les traités de Pedro Hispanos se articulent avec la genèse et l'émergence de celles qui ont été les doctrines logiques les plus originales du Moyen Âge. Donc, je veux dire surtout la théorie de la conséquence et de l'inférence, mais aussi tout un genre littéraire et théorique qui a à voir avec les insolubles, les sophismata, donc les syncategoremata, qui est aussi le titre d'un ouvrage de Pierre d'Espagne, et les essubiliers, etc., etc. Donc, on a vraiment dans cette traduction non seulement une illustration du rôle fondateur de la logique dans la constitution d'une rationalité européenne moderne, donc par ces
avec une insistance sur les procédés de démonstration, euh, sur l'argumentation, les modèles les modèles les théories de la preuve, et on a aussi tout un cadre et une image de développement aussi des besoins pédagogiques nouveaux qui découlaient des problématiques développées au niveau régional tant de la théologie que de la philosophie, de la philosophie naturelle, de la physique du mouvement, des calculateurs par exemple, etc. C'est très intéressant après parce que en Italie, justement, il y a une confluence de la logique disons, de l'orientation parisienne et de l'orientation anglaise. Et donc, c'est de l'Italie, après, qui vont partir les commentaires qui rentrent dans le curriculum des universités nouvellement fondées au XVe siècle, dans l'Allemagne et dans l'Europe de l'Est. C'est le cas d'Erfurt, évidemment, c'est le cas de Cracovie, pour ne nommer que les deux plus importants. Et donc, tant en Allemagne, avec la querelle entre thomistes et albertistes que en Cracovie, on a les Tractatus mêlés justement à quelques-unes des problématiques les plus importantes de l'époque et pour l'émergence de la science moderne, comme sont par exemple la discussion autour de l'application matérielle qui a beaucoup intéressé les maîtres de Copernic, par exemple, dont on a des commentaires de Jean de Glogovia et d'autres. Donc, c'est un rapport, le rapport des Tractatus, les rapports textuels des Tractatus et de ses commentaires, soit avec la théologie, soit avec le développement des sciences naturelles et d'une axiomatique et d'une formalisation progressive de la logique tout au long du Moyen Âge. Pour cela, et rien que déjà que pour cela, l'importance de ces commentaires est énorme et ça nous aiderait, enfin, ça contribuera sans aucun doute pour l'éclaircissement, une meilleure compréhension de la formation de l'esprit scientifique et de rigueur et de démonstration et d'argumentation de la modernité européenne. Merci.